Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est la ministre bruxelloise de l'Environnement. Bonjour Evelyne Rittenbroek. Bonjour. Est-ce qu'il y a un point commun entre vous et Jacques Chirac? Entre moi et Jacques Chirac? Ouais. L'humour. Oui, peut-être. Et il avait promis en 1988 de se baigner dans la Seine. Ah. S-E-I-N-E. Est-ce que vous allez vous baigner un jour dans la Seine S-E-2-N-E? Ah, maintenant qu'on cure la Seine, j'espère bien pouvoir y Jacques plonger Chirac, un il a jour. promis, mais il ne l'a jamais fait. Hein. Il ne l'a jamais fait, mais moi je le ferai. Notez que hier, quand j'étais sur la Seine, j'ai failli tomber dedans, donc j'ai peut-être eu le premier plongeon là. Donc on vient de revoir les images dans le journal. Opération de dragage de la Seine, pourquoi il faut le faire et pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps? Alors, il fallait le faire parce qu'on ne l'a jamais fait d'abord, et puis on a attendu si longtemps, d'abord parce que nous devions avoir cette responsabilité sur la gestion de la Seine, ce qu'avec Bruxelles Environnement, nous n'avons que depuis 4 ans maintenant, puisqu'avant c'était le fédéral qui gérait, et puis après ça a été les équipements. Donc on a fait les analyses, on a fait les études, on a prévu le budget qui est quand même 1,6 million, et là maintenant on est parti. Donc c'est un gros chantier, 3 mois de travail. C'est un gros chantier qui ne dure pas longtemps, mais ce sont quand même, je veux dire, des travaux importants puisqu'on a utilisé un matériel tout à fait spécifique pour faire ce curage qui va se faire en fait sur 4 km entre l'entrée de la Seine qui se trouve à Anderlecht, forêt, jusqu'à effectivement à peu près la gare du Midi. Ouais. Alors ça a un impact pour la qualité des eaux qui sortent de la région bruxelloise. Ça a également un intérêt environnemental. À terme, il y aura une promenade à cet endroit-là? Ah oui, certainement, qui va rejoindre en fait la promenade verte qui se trouve là. Et donc il y a effectivement un triple avantage. Bon, c'est la qualité de l'eau, très certainement. C'est un peu la lutte contre les inondations, puisque ça permet, puisqu'il y a moins de boue, de permettre à l'eau de mieux s'écouler et donc de ne pas se déverser dans les terrains avoisinants. On sait que Forêt et le bas d'Anderlecht, là, sont quand même souvent inondés. Et puis ramener aussi de la faune et de la flore et de la biodiversité dans la Seine, ce qui n'est pas négligeable. Alors ça nous ramène quand même à la problématique des eaux usées. La Belgique a été condamnée récemment par l'Union européenne. Il y a eu toute la saga de la station d'épuration. Si vous faites, on est bientôt en fin de législature, si vous faites le bilan de votre action sur ce terrain-là, donc le retraitement des eaux, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a progressé en région bruxelloise ou pas? Ah, on a tout fait. Je dirais qu'on a tout fait en 10 ans. Donc il y avait des choses qui avaient été préparées évidemment avant moi depuis 89, depuis que la région a quand même repris. Il faut quand même souligner ici que tant que le fédéral était aux manettes de cette région, rien n'avait été fait en matière d'eau. Et que depuis que c'est régionalisé, il y a à la fois tout ce qui est épuration, tout ce qui est aussi le réseau, le maillage bleu comme on l'appelle, tout ce qui est la revitalisation des petits cours d'eau et le curage de la Seine qui ont été opérés. Donc je dirais qu'en 10 ans, nous avons en tout cas répondu à l'Europe par rapport à l'épuration des eaux, avec les 2 stations d'épuration que nous avons. Aujourd'hui, avec le curage de la Seine, je dirais qu'on boucle effectivement toute cette question de l'eau, même s'il y a encore des choses à faire au niveau de l'amélioration des petits cours d'eau sur Bruxelles. Et est-ce qu'il y a toujours des couacs? On en a eu un il n'y a pas longtemps avec la grande tour Upside dont on avait découvert qu'elle n'était pas raccordée à une station. Alors, moi ce que je peux assurer, c'est qu'en 2014, les travaux vont être faits par Hydrobru et par Belliris, qui attendaient effectivement de coordonner leurs travaux pour ne pas devoir rouvrir tout ce quartier 2 fois en une année, et que quand il y aura des habitants, plus d'habitants, parce que pour l'instant dans la tour il n'y en a pas encore, eh bien oui, ils seront raccordés aux égouts. Je dirais quand même que c'est tout à fait minime par rapport au reste, évidemment, du circuit de l'eau sur Bruxelles, mais cela doit être fait en 2014. Alors, et on disait se baigner dans la Seine, il faut quand même rappeler qu'il y a du courant et que donc il ne faut pas le faire pour les particuliers. Hein. Oui, d'accord, c'est pas une super bonne idée, mais ce qui est surtout important, donc au-delà de se baigner, c'est pas tellement fait pour ça, c'est le fait que grâce aux algues qui vont revenir, vous aurez une oxygénation de l'eau qui va faire que vous aurez de nouveau des poissons et vous aurez une biodiversité très riche dans cette Seine. Alors, la 4G, elle arrive? Ah, la 4G, demandez aux opérateurs, mais normalement, je pense que tout est fait pour qu'elle soit là. Hier, il y a eu visiblement des candidats, il y en a eu 3, les 3 grands opérateurs qu'on connaît sur le marché belge, et ils disent de tous, bah oui, on est intéressés, sur Bruxelles, il faut attendre encore 1 an. Ça dépendra un petit peu d'eux, ça dépendra de leur réseau, mais en tout cas au niveau des outils, je dirais, juridiques et techniques, tout sera sur la table fin du mois de décembre pour que les opérateurs... Donc à la fin de l'année, on aura voté au Parlement régional bruxellois? À la fin de l'année, étant donné que la modification de l'ordonnance a été déposée par les différents partis, c'est sur la table de la Commission et puis de l'Assemblée pour la fin de l'année. Donc nous adopterons en gouvernement les arrêtés qui doivent accompagner évidemment cette ordonnance pour concrétiser les choses.
mais ils sont en train d'être écrits pour l'instant. Il fallait coordonner à la fois le travail technique avec, parce c'est bien de faire des lois, mais il faut qu'elles soient aussi applicables et qu'elles soient sûres au niveau juridique. Donc il fallait que tout ça soit mis ensemble. Aujourd'hui, ça l'est. Donc pour janvier, effectivement, on peut dire aux opérateurs qu'ils peuvent commencer également à déployer la 4G. Ouais, introduire les permis de construire pour les antennes, des choses de ce genre-là. Parce qu'ils devront, de toute façon, étant donné que nous restons quand même très ambitieux au niveau du nombre de volts par mètre, donc on a voulu vraiment concilier... Donc on est sur, on rappelle, 2 fois 3 volts. Hein, 3... Non, pas du tout. L'ordonnance aujourd'hui implique donc 6 volts par mètre. Donc nous avons préféré faire un seul pot plutôt que les 3 pots qui étaient prévus, tout simplement parce que techniquement, effectivement, c'est faisable et c'est sûr, mais nous restons en tout cas avec ce qu'on appelle, c'est un peu technique, le 6 volts par mètre cumulatif. Ça veut dire que les 3 opérateurs doivent se retrouver dans ce 6 volts par mètre, ce qui n'est pas le cas en Wallonie et en Flandre pour l'instant ou dans d'autres pays. Donc nous restons très ambitieux sur le plan de la santé publique, mais ça reste possible en tout cas pour les nouvelles technologies. Alors j'ai une question Twitter pour vous. Quasiment toutes les grandes villes en Flandre sont équipées de 4G, il n'y a pas encore de morts. Ne faudrait-il pas assouplir les normes? Derrière la question, est-ce qu'on n'est pas trop prudent en région bruxelloise? Non, écoutez, en région bruxelloise, on a appliqué un principe qui est très important. Et je vais dire directement, ce n'est pas uniquement moi qui l'ai fait, c'est tout le Parlement et tous les groupes politiques. C'est ce fameux principe de précaution. Et je crois que c'est important de l'appliquer ici, dans ce cas-ci. Bien sûr, vous n'avez pas encore formellement d'études qui disent c'est excessivement nocif. Vous avez des études qui tirent la sonnette d'alarme. Alors ici, tant que nous pouvons à la fois concilier un développement technologique et la santé publique, c'est ce que nous devons faire. Et je pense que c'est une responsabilité. Mais on était sur 3 voltmètres, on est passé à 6. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment de reculer un peu sur ce dossier? Non, nous avons... Et d'être notamment mis sous pression par un certain Didier Bellens, dont on a beaucoup parlé depuis encore? Non, je peux vous dire que ce n'est pas Didier Bellens qui va nous mettre sous pression, ça je peux vous en assurer. Non, très clairement, ce qu'il faut faire, il y avait le 3 volts par mètre, il y a aussi des évolutions technologiques indéniables, mais qui respectent également la question de la santé publique. Et j'insiste, nous restons en tout cas les plus ambitieux au niveau du nombre de volts par mètre, parce que, effectivement, les 3 opérateurs doivent se retrouver dans ce pot. Ce qui n'a pas été facile à accepter pour eux, mais je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un compromis qui est tout à fait acceptable. Alors j'ai une autre question Twitter, une question très locale. Michel Kutendakana, qui est en fait un opposant socialiste à Olivier Deleuze sur la commune de Watermal-Boisfort, qui vous demande, donc il dit que vous avez inauguré hier une maison d'énergie solaire, subsidiée depuis 2 ans, et il demande si ce n'est pas du gaspillage. Non, bien sûr que non. Non, parce que donc, les maisons de l'énergie, il y en aura 6 donc, sur la région bruxelloise. Il y en a déjà 2 qui ont été inaugurées. Celle du Midi, donc pour Anderlecht, Saint-Gilles-et-Forêt. Maintenant, c'est pour Odergem, Watermal et Uccle. Il y en aura encore 4 autres qui vont s'ouvrir là dans les 2 mois. Il faut bien dire que c'est un service aux citoyens. C'est un accompagnement individualisé. Ce sont donc des experts qui vont pouvoir faire à la fois des audits énergétiques, renseigner sur la question des factures, qui vont pouvoir aussi faire des petits travaux à domicile. C'est une demande qui va croissant de la part, en tout cas, des citoyens, d'avoir à la fois par souci environnemental, mais aussi par souci budgétaire, voir comment on peut diminuer sa facture d'énergie. Et les maisons de l'énergie, c'est du service de proximité, en collaboration avec les communes, les CPS et l'associatif, qui répond à un besoin. Alors, on parle beaucoup de climat ces jours-ci. Sommet qui s'ouvre à Varsovie, limité à 2 degrés Celsius la hausse des températures moyennes d'ici 2100, c'est encore réalisable, ou quand on sait que la Chine et les États-Unis ne jouent pas dans le jeu, c'est déjà perdu d'avance? Alors il faut être optimiste, j'ai entendu des experts, il faut être optimiste, mais on sait que ce sera donc un sommet qui sera un sommet de transition, parce que ce qui va être véritablement crucial, ça va être le sommet à Paris l'année prochaine, qui en fait va faire, si vous voulez, un nouveau traité, après celui de Kyoto, qui va faire un traité qui va être juridiquement, qui va s'imposer, contraignant pour tous les États qui rentrent dans le système. Et c'est ça qui est important. C'est que ce soit contraignant. La Belgique n'est pas toujours aussi bon élève qu'elle le prétend. Qu'est-ce qu'il en est pour la région bruxelloise?
La région bruxelloise, moi je peux dire qu'on est très bon élève parce que nos objectifs qui est de moins 30% pour 2025 d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, par rapport à 2004, nous sommes à moins 16%. Donc on a fait la moitié du chemin. Et on a fait la moitié du chemin et je pense que les tendances sont en train de s'inverser, à la fois avec tout ce que nous avons mis sur pied, qui est de l'incitatif et du réglementaire, qui sont les bâtiments exemplaires, qui sont les programmes locaux de gestion de l'énergie, que sont les maisons de l'énergie. On est vraiment dans un trend qui est où on inverse la tendance ici à Bruxelles. Mais le sommet de Varsovie, il est clair que ça dépasse de loin la région bruxelloise et que les enjeux sont encore gigantesques. Et il faudra établir cette année-ci un calendrier pour qu'en 2015, véritablement, que ce soit la Chine, que ce soit les pays émergents, tout le monde s'engage dans un objectif. On voit aujourd'hui ce qui se passe aux Philippines, qui est en partie causé par le changement climatique. Je crois que si on ne fait rien aujourd'hui, dans 10 ans, eh bien, c'est tous nos pays qui vont en souffrir. Merci Evelyne Uyttebroek d'avoir été l'invitée de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Alexandra Romer.